Bonjour Thierry Lepan. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CGT, c'est le premier syndicat de France. On a vu depuis ce week-end ces images de la Bretagne en colère. Est-ce que vous comprenez la colère des Bretons ? La colère des Bretons, je comprends la colère des salariés. Ceux qui se battent pour maintenir leur emploi, qui s'affrontent à leur employeur, qui préfèrent délocaliser plutôt que de maintenir des emplois et notamment des emplois industriels dans leur territoire. Ce que je ne comprends pas, c'est les patrons qui effectivement essayent aujourd'hui d'utiliser une colère sociale qui devrait leur permettre de ne pas payer une taxe qui vise effectivement à faire en sorte que nous puissions vivre ensemble et à ce que la question Vous parlez de l'écotaxe. Oui, la question du transport aujourd'hui, ce soit plus le train plutôt que les camions qui soient sur la route. Donc pour vous, il y a une colère qui est acceptable, c'est celle des salariés, mais celle des patrons qui finalement sont tous ensemble là, sur les routes, à demander à ce que cette écotaxe, elle s'arrête, ça, non. L'écotaxe, pour vous, les patrons, ils se sont organisés. Ils se sont organisés dans le pays pour ne plus payer de cotises sociales, pour ne plus payer d'impôts et pour ne plus payer l'écotaxe. Donc ça suffit. Je remarque d'ailleurs qu'ils s'organisent très bien. On assiste aujourd'hui à une offensive du MEDEF partout dans le pays, parce qu'on nous parle de la Bretagne, on nous parle aujourd'hui des artisans, hier on nous parlait des pigeons. Le MEDEF s'est organisé. Mais dans un sens... J'ai sous le coude vous êtes venu avec... J'ai sous le coude la lettre du MEDEF à l'ensemble des entreprises de France, où ils leur disent il faut qu'on s'organise pour ne plus payer de cotises sociales, pour aménager et déménager le territoire, et peut-être que si on fait tout ça en diminuant les services publics et donc en diminuant la contribution des entreprises à la solidarité nationale et au maintien d'une activité industrielle en territoire, vous n'allez pas leur reprocher d'être organisés et visiblement mieux organisés que vous, parce qu'en ce moment on les entend beaucoup plus que vous, les salariés. Et vous avez raison, c'est un problème qui est posé aujourd'hui au syndicalisme. On entend plus les patrons dans ce pays que les salariés. Il va falloir que les salariés se fassent entendre. La mobilisation, elle a changé de camp. On a vraiment l'impression que la rentrée sociale, elle vous a complètement échappé. On entend effectivement les pigeons patrons, on entend le MEDEF sur l'histoire de l'écotaxe, mais vous entend pas. Les patrons ont pris l'offensive. Voilà. Ils ont aujourd'hui un camp d'avance sur nous. Voilà. Ils ont l'oreille de ce gouvernement, et plus le gouvernement entend les patrons, plus le gouvernement cède aux patrons, moins les salariés sont audibles. Je l'ai dit il y a maintenant 6 mois. Ce gouvernement, il est autiste de son oreille gauche et il entend bien de son oreille droite. Et plus il cède à droite, plus il est en difficulté sur sa gauche. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Sur l'écotaxe, il y a cette réunion d'urgence ce matin. Visiblement, donc ça marche, cette mobilisation, puisque le gouvernement les reçoit. Ce matin à 10h, Jean-Marc Ayrault reçoit tout le monde en Bretagne. Et du coup, c'est quoi ? S'ils disent on cède sur l'écotaxe, pour vous, c'est quoi ? C'est un aveu de faiblesse du président, du gouvernement ? C'est une nouvelle fois un cadeau fiscal fait aux entreprises. Les 800 millions que doit rapporter l'écotaxe, si c'est pas les entreprises qui la payent, qui va la payer pour équilibrer le budget ? C'est toujours la même question. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement les patrons aujourd'hui ont 200 milliards d'euros d'aide tous les ans, sans qu'on puisse en mesurer l'efficacité en termes de politique industrielle, en termes d'emploi, en termes de rémunération, en termes de formation, en termes de qualification, personne ne peut dire ce que rapportent les 200 milliards d'euros d'aide au patronat aujourd'hui. Et dès que l'employeur est contraint de payer une taxe parce qu'il pollue, c'est ça la vraie question, parce qu'il pollue, et qu'il préfère mettre ses marchandises sur des camions plutôt que sur le train, forcément il se mobilise et le gouvernement entend le patronat. On a entendu aussi la colère des personnes qui travaillaient chez GAD, on a entendu, et on a quand même le sentiment que toute la colère bretonne, là, elle est plus unifiée. Vous faites le partage entre les patrons, les salariés. On a quand même le sentiment que depuis quelques jours, ils se sont tous fédérés. Non, c'est une illusion. Ça vous échappe pas, ça ? Non, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'en fait, le talent du patronat, avec quelques élus politiques, c'est essayer de faire croire que tous les Bretons sont d'accord et qu'ils vivent la même chose. Entre un employeur breton et un salarié breton, ils seraient manipulés alors peut-être un peu les salariés. C'est pas la même vie, c'est pas la même chose. Et je trouve d'ailleurs qu'on fait jouer à des syndicalistes des rôles qui ne sont pas les leurs dans cette affaire. Le syndicat de salariés, il est fait pour défendre l'intérêt des salariés. Il n'est pas fait pour être à côté de l'employeur quand l'employeur est contraint de payer une taxe pour qu'on puisse vivre ensemble. Oui, sauf que résultat, du coup, effectivement, on ne vous entend pas. Je voyais que la semaine du 7 au 11 octobre, c'était votre grande semaine d'action de la CGT. Vous étiez où ? On était dans les entreprises, en train d'essayer de faire valoir nos propositions dans le cadre du droit à la retraite à 60 ans et à 55 ans pour les travaux pénibles. Nous devons mener une campagne d'information là où sont les salariés. Les salariés, ils sont dans les entreprises. Thierry Lepan, depuis tout à l'heure, vous dites, on essayait, on tente, oui, c'est vrai que les patrons, on les entend plus que nous. On a presque l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes un peu découragé, quoi.
Ah non, pas décourager. Non, nous allons reprendre les choses dans l'ordre. Ah. Il faut Donc il va y avoir là il y a eu la semaine d'action, puis il va y avoir le plan de bataille. Il y a une action à l'Assemblée, au Sénat cette semaine. Oui, puisque le texte des retraites. Contre la réforme des retraites telle qu'elle est envisagée par ce gouvernement. Il y a une manifestation pour les libertés syndicales à Rouen la semaine prochaine. Mais vous y attendez du monde? Oui, bien sûr qu'il y aura du monde. À chaque fois que vous appelez à manifester, il y aura un plus de 30 000 personnes à Rouen. Quand on compare les 9 000 manifestants à l'appel du patronat en Bretagne, on dit il y a une insurrection en Bretagne. Vous avez vu les images. Quand on met 300 000 personnes dans la rue pour défendre la retraite, ce week-end, on n'en parle pas. La mobilisation, elle fait plus de bruit, quoi. Hein. Mais est-ce que la lutte syndicale aujourd'hui, c'est de faire brûler des choux-fleurs, des pneus, de s'affronter aux forces de police? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc vous êtes pour l'apaisement, finalement? Non, pas des manifs qui font trop de bruit. Je suis pour qu'on trouve des solutions aux problèmes que les salariés rencontrent. Et les problèmes que les salariés rencontrent, c'est le salaire, c'est le temps de travail, c'est la qualification, c'est de pouvoir tracer un avenir pour leur pays. Sur les moments de travail, ça c'est un autre chapitre du moment, la question du travail du dimanche. Castorama et Leroy Merlin, qui avaient donc bravé l'interdiction d'ouvrir le dimanche, seront fixés aujourd'hui sur leur sort, puisque la Cour d'appel va décider si oui ou non ils peuvent continuer à être ouverts le dimanche. Vous êtes toujours contre aujourd'hui ? On est contre le travail du dimanche là où c'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, là où les gens ont besoin d'avoir des horaires de travail atypiques, que ce soit la nuit, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, je pense aux professionnels de santé par exemple, je pense à la police, je pense à la gendarmerie. Là, il y a effectivement un besoin de service public qui nécessite à ce que des gens travaillent le dimanche. Vendre du parfum après 21h sur les Champs-Élysées par Sephora, c'est pas un acte obligatoire. Mais qui vous êtes pour décider qu'est-ce qui est nécessaire ou pas nécessaire? Mais c'est pas nous qui décidons, c'est la nation, madame. Cela dit, là, visiblement, les travailleurs... Ce sont les députés. Pourquoi les gens qui ce sont les députés qui font la loi. Ce sont les députés qui dans le pays font la loi. C'est eux qui nous imposent de rouler à 90 km/h sur la route, à 130 sur les autoroutes et pas plus. Voilà. Mais par exemple, ils ont imposé aux employeurs d'aller bricoler le dimanche. Ils ont imposé aux employeurs de ne pas faire travailler les gens dans les parfumeries après 21h le soir et pas le dimanche. Voilà, c'est la loi. Vous estimez que acheter du parfum c'est pas nécessaire, mais par exemple lire les journaux c'est nécessaire? Pas quoi? Lire les journaux. Oui, c'est nécessaire, bien sûr. Alors donc, par exemple, se lever extrêmement tôt pour aller faire la tournée, pour aller livrer les journaux, ça, par contre, oui. Bien sûr, oui. D'accord. Oui. Et par exemple, le facteur, ça, c'est nécessaire. Oui. Voilà. Mais par contre, si quelqu'un veut absolument aller bricoler, ça, non. Vous lui dites non, tu te débrouilleras. Il faut qu'il s'organise. Il faut arrêter de prendre les bricoleurs pour des idiots. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Où est-ce qu'on met le curseur? Un bricoleur, c'est le curseur, c'est le vivre ensemble. Un bricoleur, il sait très bien que quand il va entamer un chantier dans son appartement, dans sa maison, il lui faut ceci, il lui faut cela, qui va le faire à peu près à tel moment, et il prévoit. Un bricoleur, c'est pas quelqu'un qui va chercher un jour une vis, un jour une rondelle, un jour un joint en caoutchouc. Forcément, le bricoleur est intelligent. Très organisé, il a peut-être le droit de pas être très organisé. Forcément, le bricoleur, il est intelligent, sinon il fait faire, et il sait s'organiser. C'est pas ça, d'ailleurs, les actes d'achat, c'est pas le dimanche qu'on les fait. Les gens considèrent maintenant que c'est un acte culturel d'aller se promener le dimanche dans un magasin de bricolage. C'en est pas un, et ça met en cause le droit de pouvoir vivre ensemble. Et ça, il faut y prendre soin. Alors, ça, c'est le point de vue face aux consommateurs, mais il y a aussi face aux travailleurs, ceux qui veulent travailler. Il y en a notamment à Sephora, vous l'avez vu. Hier, une centaine de salariés de Sephora a voulu demander à la Cour d'appel de Paris de réexaminer le cas de Sephora. Vous savez, c'est ce magasin qui a été condamné à fermer à 21h sur les Champs-Élysées alors qu'il était ouvert jusqu'à minuit. Là, c'est les salariés qui se battent. Oui, mais les salariés se battent pour quoi? Pour avoir un travail et pour avoir un salaire. La question, c'est qu'on leur propose. Bien sûr, mais ils ont raison. La question, c'est qu'on leur propose quoi comme travail? De travailler la nuit ou de travailler le soir? Quoi comme salaire? D'avoir un petit peu plus de salaire parce qu'on va travailler la nuit et le soir. Mais il faut qu'ils sachent, ces mêmes salariés, que le jour où le travail du soir ou le travail du week-end va être légalisé, le jour où ça deviendra normal, la majoration salariale n'aura plus lieu d'être puisque ce sera considéré comme étant du travail normal. Donc en fait, vous anticipez, quoi. Vous dites il faut absolument garder ça parce qu'en anticipation du fait de banaliser... J'anticipe pas, je tiens compte des expériences. La plupart d'ailleurs des travailleurs qui aujourd'hui ont des contrats de travail dans ce genre de magasin ont des contrats de travail atypiques. Ça veut dire que le choix, c'est pas ou ça, c'est tu viens travailler pour ça, dans ces conditions horaires et dans ces conditions tarifaires. Vous comprenez bien que forcément, ça donne le sentiment d'un décalage quand on voit des salariés qui eux-mêmes disent non mais nous on veut bosser, on a envie de travailler ce soir, on a envie de bosser. Là aussi, forcément vous avez l'air complètement décalé. Là aussi, méfiez-vous.
ceux qu'on voit souvent à la télévision, ce sont les mêmes. Nous les connaissons. Maintenant, nous les avons clairement identifiés. Ils apparaissent par ailleurs à côté de Jean-François Copé avec un t-shirt UMP. On sait qui ils sont. On sait par qui ils sont briefés. Alors, Par des cabinets de communication qui sont payés par Sephora. Donc, je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour les abrutis. Sauf que la manip, est-ce que c'est pas un peu dans tous les sens? Parce que eux-mêmes, hier, justement, ces salariés, devant la cour d'appel, eh bien, ils ont entendu les avocats de la CGT notamment, du collectif, qui leur ont carrément dit, eh bien, tout simplement, que travailler le soir, c'était comme de la prostitution, parce que c'était du travail contraint. C'est pas un peu exagéré, ça, quand même, de la prostitution? Oui, enfin, ce sont les arguments d'avocats. Eux aussi, c'est un peu de la com, non, finalement? Ce sont les arguments de barreau. De tous les côtés, il y a un peu de la com, quoi. Oui, mais il ne faut pas confondre des salariés qui cherchent effectivement à maintenir le fait qu'ils puissent avoir un emploi, ce qui leur donnera le droit à un salaire, et puis ces opérations de communication dans les tribunaux où on ne retient que les petites phrases. La vraie question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils ont besoin de temps sociaux? Nous pensons que oui. Est-ce qu'il y a besoin de vivre ensemble? Nous pensons que oui. Alors vous avez demandé une loi. Il faut que le travail atypique puisse être réglementé. Simplement, visiblement, par exemple, le patron de Bricorama, il l'a demandé, il demande à ce qu'il y ait une loi exactement comme vous, sauf que il demande à ce qu'il y ait une règle absolument stricte, tous ouverts ou tous fermés. Oui, je pense qu'il a raison. Et pour vous, ça pourrait être tous ouverts? Non, je pense que... c'est tous fermés. C'est tous fermés, voilà. C'est tous fermés. Tous fermés. Tout ce pas qui d'exception. Tout ce qui n'est pas utile au vivre ensemble durant le dimanche notamment, parce qu'avant on parlait du samedi et du dimanche. Vous remarquerez que en quelques années, il n'y a plus de samedi déjà. Voilà. Il nous reste plus que le dimanche. Il nous reste plus que le dimanche. Donc préservons cette journée. On a perdu le week-end en France. On n'a plus qu'une journée où on peut vivre ensemble. Préservons cette journée. Demain, il n'y aura plus de journée pour vivre ensemble. Le chômage, on a eu les chiffres la semaine dernière, plus de 60 000 chômeurs. Alors certes, il y a l'histoire du bug auquel on n'a pas tous bien compris. L'inversion de la courbe. C'est Pôle emploi qui a décidé de sous-traiter à une entreprise privée des responsabilités qui lui ont été confiées. Et ça c'est le scandale. C'est pas juste, quoi. Enfin, on voit où ça mène, quoi. Voilà. Cela dit, le gouvernement s'accroche toujours à l'idée d'une baisse de la courbe. Est-ce que vous, qui voyez aussi sur le terrain ce qu'il en est que vous y croyez? Malheureusement non. Enfin, j'espère, comme tout le monde, que la courbe du chômage va enfin pouvoir baisser. Les éléments qui sont à notre disposition ne nous permettent pas de prétendre à ce que le chômage baisse. Ça vous paraît pas réaliste? On supprime tous les matins 1000 emplois dans notre pays. Il y a 1000 chômeurs de plus tous les matins. Il n'y a pas de politique industrielle et on laisse les employeurs délocaliser les productions partout où ils le souhaitent. Si on n'a pas une volonté politique et pour faire en sorte que l'emploi ce soit réellement la priorité de ce gouvernement. C'est pas la priorité du gouvernement? La priorité du gouvernement aujourd'hui, c'est plus l'aide aux entreprises pour accompagner leur politique de désindustrialisation, de baisse des emplois, que d'aider les entreprises à avoir de l'emploi, notamment de l'emploi industriel. Quand François Hollande dit la reprise est là, vous la sentez, vous, la reprise? Non, comme tout le monde, bien sûr que non. Bien sûr que non. Les salaires n'augmentent pas, le pouvoir d'achat n'augmente pas, les pensions et les retraités n'augmentent pas, et il y a moins d'emplois. Quels sont les signes encourageants pour la reprise? J'entends ce mot d'ordre. Il y aura une reprise, demain sera un jour meilleur. Je veux bien y croire, mais qu'on me dise comment. Et aujourd'hui, les chemins empruntés par ce gouvernement pour construire un monde meilleur ne sont pas des chemins dans lesquels nous pouvons nous engager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, c'est de la com, c'est juste vendre du rêve, mais c'est pas basé sur des faits? C'est un peu la méthode Coué. Enfin, demain sera un jour meilleur, et tous les matins, le président se lève en disant demain sera un jour meilleur. Sauf que chaque jour qui passe apporte son lot de suppression d'emplois, d'employeurs qui disent non, on va pas augmenter vos salaires, non, on va pas augmenter vos qualifications, et on va pas investir pour avoir un avenir industriel dans notre pays. François Hollande est au plus mal dans les sondages. Il pulvérise, c'est le mot qu'on utilise depuis hier, il pulvérise les records d'impopularité. Un sondage BVA du jour, 73% de mécontents, dont vous donc. Oui, mécontent de la politique qu'il a choisi de mener. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on alerte le gouvernement sur les mauvaises mesures qu'il prend. Il est là depuis 18 mois maintenant, le président, oui. Et au bout de 18 mois, c'est quoi le bilan que vous tirez ? C'est un bilan contrasté, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui et sur lesquelles on ne travaillait pas avec le gouvernement précédent. C'est vrai sur l'égalité femmes-hommes, c'est vrai sur les questions ayant trait à la pénibilité, c'est vrai sur les questions de la jeunesse, mais ça ne fait pas une politique économique, ça ne fait pas une politique sociale. Les thèmes sont les bons, ça veut dire que il est ouvert à discuter de ce genre de choses, mais
quand il s'agit de prendre des décisions, vous n'en voyez pas les conséquences, quoi. J'ai demandé, dès que je suis arrivé secrétaire général de la CGT, à ce gouvernement, d'avoir un débat national sur la question du travail. Et notamment, pour contraindre le gouvernement à avoir un débat large avec l'ensemble des parties prenantes autour de la question, est-ce que le travail est un coût ou est-ce que le travail est une richesse? François Hollande a balayé d'un revers de manche cette question-là, alors qu'on voit bien que la question du coût du travail aujourd'hui et de qu'est-ce qu'on fait de la richesse produite dans notre pays, où est-ce qu'elle va, ça mérite d'être à nouveau retravaillé. Plus personne aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien dans ce qui se passe en Bretagne. C'est une forme d'incompréhension généralisée à la politique économique, sociale et fiscale de ce gouvernement. Ce qui se passe en Bretagne, c'est aussi ce ras-le-bol fiscal? Oui, je ne sais pas s'il y a un ras-le-bol fiscal dans ce pays. Vous le sentez, ça aussi, ou non? Non, j'ai le sentiment qu'il y a plus un ras-le-bol social. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les salaires qui n'augmentent pas. C'est une vraie préoccupation. Ça fait 3 ans ou 4 années dans notre pays que les salaires n'ont pas augmenté. Les gens ont perdu en moyenne entre 10 et 15% de leur pouvoir d'achat, qu'on soit en activité ou qu'on soit en retraite. Ça, je le sens, moi. Tous les jours, on me parle de ça. On ne me parle pas de l'impôt, sauf quand la feuille d'impôt tombe. On parle de pouvoir d'achat. Et justement, en Bretagne, vous dites qu'il y a une incompréhension déjà globale. Si, ce matin, dans quelques heures, le gouvernement annonce qu'il recule sur l'écotaxe, ça en rajoute? Oui, bien sûr que ça en rajoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera à nouveau la pagaille, ce sera à nouveau, puis du coup, pourquoi pas les autres? Comment vous sentez cette espèce de reculade? Je pense qu'il faut que le gouvernement arrête d'être sensible à tout ce que peut dire le patronat dans ce pays. Voilà. Il faut qu'il mette en place le programme pour lequel il a été élu. On lui demande pas, on lui demande rien d'autre. On lui demande rien d'autre. Le gouvernement, les candidats à l'élection ont pris des engagements auprès des Françaises et des Français. Il faut qu'il respecte les engagements qu'il a pris au regard des Françaises et des Français. Et le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est qu'entre les engagements et la politique suivie, il y a un réel décalage. C'est ce que les gens ne comprennent plus aujourd'hui. Ce que vous voulez, c'est que le gouvernement vous écoute, vous? Non, ce que je veux, c'est que le gouvernement mette en place la politique pour laquelle il a été élu, simplement. Mais du coup, c'est pas vous qui l'a porté? Ah bah, on en porte une partie, nous. Vous, la CGT, malgré tout, si je me souviens bien, vous avez appelé à voter François Hollande. Votre prédécesseur avait dit qu'il avait voté François Hollande. Vous n'avez pas le sentiment, quand même, d'avoir été un peu les dindons de la farce? Non, parce que on regrette pas. D'abord parce que on fait partie de ceux qui ont permis pas de regret. On fait partie de ceux qui ont permis à ce que l'équipe de Nicolas Sarkozy ne soit plus au pouvoir aujourd'hui. Voilà. Pour nous, ça reste. vous avez été plus loin. Pour nous, ça reste une bonne chose. Pas juste. Et dans le programme de François Hollande, il y avait par exemple le retour à la retraite à 60 ans. Voilà. On voit bien aujourd'hui le décalage qu'il y a. Vous avez été un peu naïf? Peut-être qu'on est naïf, mais si on peut plus croire aujourd'hui aux hommes politiques, dans quel pays allons-nous vivre? Mais je crois surtout à la mobilisation. Je pense que les salariés ont intérêt à faire irruption sur le terrain social, à ne pas laisser la rue au patron. Si nous laissons la rue au patron, c'est eux qui seront entendus. Comment vous allez faire? Ça veut dire qu'il faut créer des mobilisations. C'est ce à quoi nous sommes en train de travailler. Vous avez déjà tenté le coup. Mais on va continuer à essayer de construire des mobilisations les plus unitaires possibles. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est les patrons dans la rue et les ouvriers découragés. Aujourd'hui, ce sont les patrons qui arrivent à se faire entendre de la part de ce gouvernement, parce que les syndicats de salariés ne sont pas suffisamment unis et en capacité de rassembler les salariés pour défendre leurs revendications. C'est pour ça que nous travaillons aussi à la construction d'un rapport de force unitaire. On le voit bien. Si tous les syndicats s'étaient mis d'accord pour dire vous lancez un appel la retraite, aux deux autres grosses syndicats. je passe mon temps à ça en ce moment. Je passe mon temps avec mes homologues à leur dire essayons de trouver des points communs. Arrêtons de mettre devant les yeux des salariés des problèmes de divergence que nous pouvons avoir entre nous et qui peuvent paraître légitimes. Essayons de construire un rapport de force qui permette à ce que dans ce pays on parle salaire, on parle emploi industriel, on parle emploi dans les services publics, on parle pension, on parle retraite. Voilà les sujets qui doivent retraite, on vous entend pas, alors que justement le projet de loi est débattu, mais vous n'avez pas été entendu par le gouvernement, alors que là on le voit en quelques heures pratiquement, il reçoit les patrons bretons. Alors pour la première fois quand même dans le projet de retraite. Oui, il y a des points, sur lesquels vous vous dites bon. Oui, prenons en compte ça quand même, parce que ça fait 20 ans que dans ce pays la CGT se bat pour que la pénibilité puisse être inscrite dans la loi. Elle va l'être. Ça fait 20 ans qu'on se bat pour qu'il y ait des questions d'égalité femmes-hommes qui sont inscrites dans la loi. Il n'est pas si mal ce projet de loi. Non, il n'est pas de nature à nous satisfaire, puisque dans ce projet de loi, il y a l'allongement de la durée de cotisation à 43 années, ce qui est un recul sans précédent. Dans ce projet de loi, il y a la baisse des pensions. Donc nous ne sommes pas favorables à ce projet de loi. Nous allons le combattre et nous le combattons. Mais le gouvernement a une responsabilité, puisqu'il a entendu là aussi le patronat dans le cadre de la réforme des retraites et pas les syndicats de salariés. Thierry Lepont, une dernière question. Est-ce que vous avez des nouvelles de l'entreprise Goodyear? Oui. Alors?
Bah alors, écoutez, on a appris par hasard qu'il y avait à nouveau une offre de Titan. Par hasard, c'est quand même Arnaud Montebourg qui vous l'a dit. C'est ça ce que vous appelez le hasard? Oui, mais voilà, on vit dans un monde bizarre, quoi. Il y a quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, qui devait venir, qui en fait dit je ne viens pas, et puis qui quelques mois après fait passer par un ministre. Mais vous y croyez aujourd'hui Écoutez, moi à cette reprise? je vais croire quand je vais voir. Voilà, on a suffisamment eu de difficultés avec ces repreneurs qui un coup étaient là, un coup n'étaient pas là, qui mettent en concurrence ces territoires, qui insultent les salariés français, qui insultent notre pays. Bon, voilà, je veux voir les choses pour pouvoir y croire. Thierry Lepin, qui devient donc un peu Saint Thomas. Merci d'avoir